quand tu fais face à une coalition hétéroclite composée des États-Unis, de la Grande-Bretagne, du Rwanda, du Burundi et d'un certain nombre de l'Ouganda, c'est pas évident quand tu es la RDC, surtout quand tu as été signé aux 80, après une guerre déjà qui avait déstabilisé complètement le pays 2 ans auparavant. Je rappelle que la deuxième guerre du Congo a commencé 2 ans, 1 an et demi après la fin de la première guerre, qui, elle, a fait plus de 400 000 morts. Parce que pendant cette guerre-là, on avait massacré systématiquement les Hutus rwandais, les civils qui étaient à l'est du Congo, les réfugiés par les armes de Kagame. On avait aussi totalement déstabilisé le pays. Et le pays ne s'appartenait même plus, puisque je t'ai dit que c'était les Rwandais qui faisaient la loi là-bas. Et c'est la raison, c'est ce qui explique aussi le ressentiment des Congolais, parce que parmi les Rwandais, justement, qui faisaient la loi, il y avait des gens qui ont vécu au Congo, des Tutsis qui ont vécu au Congo, comme réfugiés, qui sont devenus Zaïrois et qui, du jour au lendemain, se sont retrouvés au service du Rwanda. Et c'est ce qui explique aussi la position des Congolais aujourd'hui par rapport à ces Tutsis-là, ces rwandophones-là, aujourd'hui, dans le cas du 1-23. Donc, le Congo n'était pas face à un petit pays, le Congo était face à des grandes puissances qui se cachaient derrière des petits pays africains. C'est comme ça qu'il faut voir ça. D'accord. Aujourd'hui, on dit que les déstabilisations au niveau de la RDC, ça c'est à peu près admis par tout le monde, sont opérées par un groupe qu'on appelle le M23. Qui est le M23? Le 1-23, c'est le Rwanda. C'est tout. C'est comme ça qu'il faut appeler. C'est un. Mais, Quand tu dis le Rwanda, c'est. Parce que le 1-23 a été créé au Rwanda. Je vais t'expliquer. Pour comprendre Ok. le 1-23, il faut remonter à la deuxième guerre du Congo. Encore une fois. Oui. La deuxième guerre. D'abord, la première guerre du Congo, le Rwanda crée l'AFDEL, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, du Zaïre, avec Laurent Désiré Kabila. Oui. Laurent Désiré Kabila décide de retourner sa veste, il est déstabilisé, il est assassiné. La deuxième guerre du Congo commence, d'accord? Pendant la deuxième guerre du Congo, le Rwanda crée le RCD Goma, le Rassemblement congolais pour la démocratie. Donc ce sont des rébellions de façade devant lesquelles on met les Congolais, mais derrière c'est le Rwanda qui se cache. Et ça c'est amplement documenté, ce que je te dis. On crée le RCD Goma. Après la signature des accords de paix, le Rwanda ne pouvant plus rester au Congo en raison des pressions internationales, le Rwanda décide de changer de stratégie. Officiellement, il annonce le retrait de ses hommes, mais il laisse certains d'entre eux sur place et ceux-ci obtiennent comment on appelle ça, des tenues militaires congolais. Et n'oublie pas, ces rébellions sont présentées comme étant des rébellions congolaises alors qu'elles sont des fabrications rwandaises. Est-ce que tu vois la subtilité? Parce qu'on met des Congolais devant, qui jouent le rôle de nègres de service pour le camp du Rwanda. Donc quand le RCD Goma fait la guerre, on signe les accords de paix, le RCD Goma intègre le gouvernement, son chef devient le vice-président au Congo, et son armée composée d'éléments rwandais intègre l'armée congolaise. Là, on est avec le RCD Goma. Le processus de paix fini, on va aux élections. Le Rwanda ne pouvant pas laisser l'Est de la RDC en paix, le Rwanda décide de créer un autre mouvement, rejetant du RCD Goma, qui est le CNDP, le Congrès national pour la défense du peuple, dirigé par Laurent Kunda Batora, qui vit aujourd'hui à Kigali. Après Laurent Kunda Batora, il y a un autre, Bosco Tanganda, qui était devenu général au sein de l'armée congolaise, mais qui était rwandais et qui aujourd'hui a été condamné par la CPI. Je demande à vos web spectateurs d'aller regarder la fiche de Bosco Tanganda, qui s'est lui-même défini comme rwandais. Cet homme était général dans l'armée congolaise. Je ne sais pas si vous comprenez la gravité de la situation. Le CNDP est dissous, le CNDP va naître le M23, avec les membres du CNDP, les anciens membres du CNDP, qui vont eux dire que le gouvernement congolais n'a pas respecté sa part du contrat. Et donc ils vont créer ce qu'on appelle le mouvement du 23 mars. C'est ça qui donne le 1-23 que vous voyez là. Mais derrière le 1-23, vous avez encore une fois l'Ouganda et le Rwanda. Ce sont eux qui ont créé ces mouvements-là. Et ça, c'est amplement documenté par les Nations Unies. Et ces mouvements sont dominés, encore une fois, par des Tutsis, qu'on présente comme des Tutsis congolais, mais qui sont en réalité des rwandophones, dont certains ont vécu en RDC. Donc quand je vous dis que le 1-23 est une fabrication... Pourquoi le M23 veut donc déstabiliser qu'est-ce qu'il gagne? En fait, la stratégie, ce n'est pas le 1-23, c'est le Rwanda. Ouais. Il faut comprendre la démarche du 1-23 en ayant... Quand tu dis Rwanda, tu veux dire les dirigeants rwandais, parce que le Rwanda, oui. Rwandais lambda... Non, pas le Rwandais lambda, pas les dirigeants rwandais, Kagame particulièrement. Kagame et son clan. Pourquoi je le dis? Parce que je me rappelle d'une discussion que j'ai eue il y a plusieurs années avec l'ancien chef de service secret rwandais, qui était l'ancien chef de service secret de Kagame, et qui m'avait expliqué à l'époque, il a été assassiné en Afrique du Sud d'ailleurs par les hommes de Kagame.
Patrick Karegeya, le colonel Patrick. J'imagine, te connaissant et ta rigueur, tu documentes tout ça. Bah oui, c'est documenté. Ne t'inquiète pas. Ok, parce que ce sont des accusations graves quand même. Non, mais ce que je dis a été documenté. L'Afrique du Sud a voulu rompre ses relations diplomatiques avec le Rwanda à cause de ça. Ils l'ont assassiné en Afrique du Sud. Et on sait qu'il l'a assassiné. Et d'ailleurs, l'une des personnes qui est soupçonnée d'être impliquée, c'est lui qui était l'ambassadeur du Rwanda récemment en RDC, Vincent Karega, qui était à l'époque en Afrique du Sud. Et donc, Karega m'avait expliqué à l'époque que eux, quand ils ont fait la première guerre du Congo, ils l'assumaient. Il m'a dit pour eux, c'était important de faire cette guerre. Mais la deuxième guerre du Congo, là, Karega m'a dit qu'il y avait une division au sein de l'appareil sécuritaire, au sein de l'establishment du Front patriotique rwandais, donc le parti de Kagame. Eux pensaient que ça pouvait se retourner contre le Rwanda un jour, vu les massacres qui étaient commis et puis le pillage des ressources naturelles, mais Kagame ne voulait pas les écouter. En gros, pourquoi je donne ces détails-là? C'est pour montrer qu'il y a une division. Il y a des gens au Rwanda qui ne sont pas d'accord avec cette guerre de Kagame au Congo parce qu'ils savent que ça aura des répercussions un jour, non seulement sur le Rwanda, mais surtout sur les Tutsis qui sont de plus en plus mal vus. Alors qu'ils ne sont pour rien en réalité, bien que certains d'entre eux soient impliqués avec le régime, bien entendu. Donc, on en est là en fait. Pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre la stratégie de 1-23, il faut analyser les objectifs poursuivis par le Rwanda en RDC. Infiltrer l'armée et les services de sécurité pour pouvoir les contrôler de l'intérieur et pouvoir avoir la main mise sur une partie du Kivu. Le 1-23, c'est juste le poste avancé du Rwanda en RDC. Et il faut regarder un expert américain, Steve Edge, qui était à la tête du groupe d'experts des Nations Unies à l'époque, a témoigné devant le Congrès américain. Mais ce qu'il a dit est extrêmement grave parce qu'il dit là-dedans, pour comprendre les positions du Rwanda dans l'est du Congo, il faut garder à l'esprit que le Rwanda aimerait détacher une partie du Congo, de la partie orientale du Congo, pour l'intégrer au Rwanda, ou pour garder son influence sur le Rwanda. Donc le Rwanda veut avoir une zone d'influence à l'est du Congo pour pouvoir non seulement contrôler les ressources naturelles, mais aussi déverser une partie de sa population. Parce que le Rwanda connaît quand même une pression démographique importante, faut-il le dire. C'est le pays qui a la plus forte densité de population en Afrique. Alors, comment tu expliques donc, on en a parlé un peu, je pense, aussi dans une émission précédente, malgré toute cette situation explosive que tu viens de nous décrire en quelques minutes, là, il n'y a pas un tollé autour de ça. La RDC n'a pas de partenaires internationaux qui peuvent la défendre sur ce dossier? Mais ta question confirme ce que je viens de te dire. Quand je t'ai dit que le Rwanda est soutenu par des grandes puissances, et notamment les anglo-saxons, et par un cartel médiatique et intellectuel important de plomb, tu comprends pourquoi. Je le rappelle au Congo qu'il y a plus de 6 millions de morts. Si vos spectateurs ne le savent pas, au Congo, il y a plus de 6 millions de morts. Beaucoup d'Africains ne le savent même pas, à cause des guerres imposées au Rwanda, par le Rwanda à la RDC. Plus de 6 millions de vies ont été fauchées. Mais le prix Nobel congolais, Dr Mukwege avait rappelé ça. Mais il le rappelle souvent. Et il vit dans ça d'ailleurs. Exactement. Et c'est parce qu'il y a une certaine hypocrisie. Le pillage ou l'exploitation illicite de ressources naturelles congolaises profite aussi à cette mondialisation. Quand le Rwanda pille le coltan du Congo ou exploite le coltan du Congo comme il l'a fait, c'était pour le compte des grands groupes internationaux. Je rappelle, quand vous lisez les rapports des Nations Unies, par exemple de 2001 jusqu'en 2004, 2005, 2006, 2007, on t'explique clairement, on donne les noms des compagnies. Il y avait 85 compagnies étrangères impliquées à l'est de la RDC pendant la Deuxième Guerre. Et les minerais sortaient du Rwanda. En fait, le Rwanda était devenu la plaque tournante des matériaux stratégiques, des minerais stratégiques puis en RDC. Et je veux vous lire la citation d'un des experts de l'ONU qui était sur place. Il dit ceci. Sous prétexte de lutter contre les FDLR, les FDLR, c'est les rebelles hutu-rwandais qui avaient fui, qu'on accuse d'avoir commis le génocide, voilà. Il dit, sous prétexte de lutter contre les FDLR, le Rwandais Paul Kagame procède à un pillage organisé du Kivu. Une grande partie de l'économie de son pays en dépend. La cassitérite, le coltan, même le café ou le thé. Tout ça traverse la frontière et reçoit l'estampille Made in Rwanda. De l'instabilité du Congo dépend la stabilité de la région. On en vient à se demander si elle n'est pas sciemment entretenue. Et il ajoute ceci, ça rejoint ta question. Il y a des choses qu'on n'a pas pu écrire, les experts de l'ONU. On leur a demandé de ne pas écrire ça, des choses qu'ils ont vues à l'est du Congo. Il dit, il y a des choses qu'on n'a pas pu dire ou communiquer verbalement. J'ai fait un PowerPoint devant le comité des sanctions de l'ONU.
J'ai démontré qu'en 6 mois, le Rwanda avait augmenté de 100 à 150% ses exportations de ressources naturelles, alors que les 3/4 de ces mines étaient fermées. Ça, c'est un expert des Nations Unies qui n'est pas congolais et qui ne s'appelle pas Patrick Mbeko. Combien d'Africains le savent, ça, là, c'est ce que je viens d'expliquer. On a fait d'un terroriste, d'un tortionnaire, d'un dirigeant tortionnaire, un leader, un modèle en Afrique, alors que celui-ci n'est que le nègre d'une mondialisation sanguinaire en Afrique centrale. Et vous comprenez pourquoi les Nations Unies se taisent. Quand le rapport des Nations Unies de 2003 est sorti, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont fait pression pour que les noms de certaines multinationales soient occultés. En 2010, le Haut Commissariat aux droits de l'homme a publié un rapport qu'on appelle le rapport Mapping sur les massacres qui ont été commis en RDC entre 1993 et 2003. Dans ce rapport, les experts de l'ONU disent très clairement que les crimes commis au Congo pourraient s'apparenter à un génocide. Le Rwanda a fait pression. Ses parents ont fait d'abord pression pour que le rapport ne soit pas publié. Le rapport a fuité dans le journal Le Monde. Pourquoi? Parce que les gens qui l'ont fuité avaient compris que les États-Unis, en tout cas les parents du Rwanda, allaient tout faire pour l'occulter, voire le caviar, ou même simplement le déchirer, en fait, l'occulter définitivement. Ils l'ont fuité dans le journal Le Monde en août 2010. Donc ça vous donne une idée des implications derrière le Rwanda. Le Rwanda n'est qu'un détail de l'histoire. Et je ne dis pas ça pour minimiser ce pays-là. Le Rwanda est insignifiant quand même face à la RDC. Mais si le Rwanda a acquis la réputation qu'il a aujourd'hui, ce n'est pas parce que Kagame est nécessairement un grand gestionnaire. C'est aussi parce que ce pays joue le rôle de sous-traitant d'une mondialisation sanguinaire en Afrique centrale. Et ça, il faut que les Africains le comprennent. Par contre, le leadership de Kagame, il est reconnu quand même. On le voit à l'œuvre, on voit comment il travaille. Oui. Pas de corruption dans son pays. Ah non, je suis d'accord avec ça. Moi, beaucoup de gens avec lesquels j'ai discuté m'ont clairement dit que la corruption au Rwanda n'existe pas. Mais le problème de du Rwanda, c'est quoi? C'est que la corruption n'existe pas au bas niveau. Mais à un très haut niveau, elle existe. Je tiens à rappeler que le Rwanda est géré par le FPR, le Front Patriotique Rwandais. Le Rwanda n'est pas géré par l'État rwandais, mais par le système de pouvoir qui est en place. Les contrats, tout ça, c'est eux qui gèrent ça. C'est les caciques du régime qui gèrent ça. Aujourd'hui, si Kagame tombe, on peut se poser la question de savoir si le Rwanda aura quelque chose à lui, le Rwanda en tant qu'État, si le Rwanda aura des actifs. Parce que il y a une joint venture, il y a un truc au Rwanda qui s'appelle Crystal Venture, qui gère tout au Rwanda. Les grandes entreprises, les contrats passent par Crystal Venture. Or, Crystal Venture, c'est Kagame en fait qui est derrière. Donc, il n'y a pas de corruption au sein de la société rwandaise, en tout cas. Au niveau de l'administration et tout ça, il n'y en a pas, ça c'est vrai. Mais à un plus haut niveau, il y a un système de corruption qui est très subtil et qui est invisible à l'œil nu. Le Rwanda n'est pas géré comme un État normal, c'est géré par un système opaque derrière lequel on trouve Kagame et puis ses hommes. Et ce n'est même pas moi qui le dis, hein. Ce sont les Rwandais eux-mêmes qui le disent. Et l'un des plus grands profondeurs du régime d'ailleurs, c'est l'ancien conseiller économique de Kagame qui vit au Canada ici, David Imbara. Oui, je l'ai écouté. Comment tu expliques donc l'arrogance dont peut faire parfois preuve Kagame au sujet des Occidentaux? Parce qu'il est aussi très aimé de l'Afrique francophone, parce qu'il tient tête dans son discours. Oui, mais parce que les Africains... Et même, on a vu des émissions où il tenait tête à des journalistes occidentaux, il les reprenait, et parfois même il s'en prend au président africain en disant vous allez, par exemple pendant le Covid, il s'en est pris à plusieurs dirigeants africains, le Sahel que tu connais bien, il a dit pourquoi est-ce qu'il faut attendre, et ça c'est vrai, pourquoi il faut attendre Paris pour que 5 chefs d'État aillent là-bas pour régler leurs problèmes, pourquoi ils ne règlent pas ça sur place? Donc, il a quand même eu parfois des prises de position panafricaines. Les prises de position, donc on les a tous vues. Le problème, c'est que les Africains, surtout les francophones, excuse-moi de répéter ça, ils se fient à la forme, mais ils ne regardent pas le fond. Kagame se présente comme étant celui qui défie l'Occident, oui. Qui sécurise les sites de Total au Mozambique aujourd'hui? Qui joue le rôle de sous-traitant pour la France au Mozambique? Si ce n'est pas l'armée rwandaise. Au Mozambique? Oui, à Cabo Delgado, plus précisément, le site de Total, qui joue le rôle
de sous-traitants des intérêts, en tout cas qui sécurise les intérêts de Total au Mozambique si ce n'est pas l'armée rwandaise. Voilà comment on mystifie bêtement les Africains parce que on ne creuse pas. Kagame est un très bon communicateur. Sur ce terrain-là, moi je l'ai dit, en tout cas, je le reconnais. Et d'ailleurs, l'Union africaine, dans son rapport sur le génocide rwandais, l'avait déjà décelé en 2000. L'Union africaine disait que pour les dirigeants rwandais, l'image est quelque chose de très important et ils font tout pour maintenir une certaine image. Et Kagame sait comment s'adresser à la jeunesse africaine. Quand il tient tête aux Occidentaux dans les discours, les Africains sont mystifiés, sont impressionnés. Mais pas les Occidentaux qui savent ce qu'il vaut et qui il est. Et là, je veux vous citer Howard French, le professeur Howard French qui a couvert la guerre dans les Grands Lacs pour le compte du New York Times. Howard French est un noir américain. Il dit ceci. Quand il pose la question, il dit pourquoi est-ce que le Rwanda et l'Ouganda sont essentiels pour les États-Unis? Parce qu'ils peuvent faire des choses pour nous sans que nous ayons à les faire nous-mêmes. Leurs hommes peuvent mourir sur les théâtres des opérations pour nous. Il devient essentiel pour les États-Unis d'agir par procuration. Je paraphrase à peine ce qu'il a dit. Le président Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, en 2008, il discute avec le journaliste Pierre Peyon, paix à son âme. À l'époque, il y a des fortes tensions entre la France et le Rwanda. Kagame et la France. Et Sassou dit à Péan, je ne comprends pas pourquoi Paris ne demande pas aux Américains de calmer leur homme. Il suffit que Paris dise aux Américains de calmer Kagame et il va se calmer. Nous, on sait qui il est. Il peut faire des déclarations, il n'en demeure pas moins qu'il reste le nègre de ceux qui l'ont propulsé au devant de la scène, de ceux qui l'ont formé et de ceux qui le protègent. Le jour où les États-Unis vont dire non, c'est fini, ce sera la fin. Et c'est d'ailleurs parce que les États-Unis commencent à prendre leur distance du Rwanda que Kagame s'est rapproché de la France, qu'il a souvent insulté, qu'il a souvent dénigré. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, le Rwanda, Kagame marche main dans la main avec Macron. Ils se sont beaucoup rapprochés. Et on pourrait même dire que Kagame est d'une certaine manière, est aujourd'hui devenu le visage de la nouvelle France-Afrique, si l'on veut être un peu provoquant. Il ne faut pas que les gens soient mystifiés par des discours parfois qui sont vides de sens. C'est dans les actes. Il faut analyser les politiques, le positionnement des dirigeants. Pas seulement se limiter à regarder les déclarations qui sont faites. Parce qu'aux yeux des Occidentaux, Kagame reste leur nègre de service. Et pour finir, une anecdote. Lorsque Kagame a signé son truc avec Arsenal, Made in Rwanda, tout ça, que tout le monde a vendu. Visite Rwanda, pardon. Est-ce que vous avez entendu ce qu'ont dit les responsables occidentaux à son sujet? L'un des pays donateurs du Rwanda, je crois que c'était les Pays-Bas ou la Grande-Bretagne. Vous savez ce que les dirigeants de ce pays ont dit? Ce pays est pauvre, nous leur donnons de l'argent pour rencontrer les problèmes de la population et pas pour faire la publicité Visite Rwanda. Vous voyez comment vous voit? Vous faites le malin, les Africains acclamés, mais regardez comment les autres vous observent, comment ils vous voient. Ce n'est pas parce que vous gesticulez dans votre communauté que vous impressionnez vos patrons. Et je caricature à peine. Kagame est un produit de l'Occident et de l'Occident anglo-saxon. Et aujourd'hui, si ces gens décident, c'est fini, ça va être la fin. Est-ce que c'est donc le début de la fin, vu qu'on semble... Les gesticulations dont tu as parlé, là, ça c'est pour mystifier. Ça marche parce qu'en Afrique, on ne fait pas le travail de fond sur ce genre de questions. Alors, oui, mais du coup, je reviendrai. Est-ce qu'on peut donc penser que c'est peut-être le début de la fin avec ce qui se passe là maintenant, justement, pour revenir au conflit dans sa phase actuelle, dans laquelle on a l'impression que les États-Unis sont, du moins, ont ouvertement, ce qui ne s'était jamais produit. Non, ça s'est déjà produit. En 2012, oui. Et là, on revient au 1-23, puisqu'on parle de 1-23, justement. Je te dis tantôt que le 1-23, c'était le Rwanda. Le 1-23 a été créé, c'était quoi, en 2012, je crois, 2011-2012, je crois. En 2012, lorsque le Rwanda a créé son 1-23, a déstabilisé la RDC, c'était à l'époque de Barack Obama. Les États-Unis ont haussé le ton, ils ont coupé une aide de banque, c'était symbolique, de $250 000 destinée à l'armée rwandaise. Un certain nombre de pays européens aussi ont suspendu leur aide au Rwanda. Pourquoi? Parce qu'on savait que c'était le Rwanda qui était derrière.
quand les États-Unis ont haussé le temps, le Rwanda a dû se calmer et le 1-23 a été vaincu par l'armée congolaise soutenue par la force de la mission des Nations Unies en RDC, la MONUSCO. Donc, ce n'est pas une nouveauté. Et il est vrai qu'on observe depuis un moment une prise de distance de l'administration américaine à l'égard du Rwanda. Mais attention, il faut toujours faire attention. Le problème dans le positionnement américain, c'est que vous avez le département d'État qui se distance du régime de Kagame et vous avez le ministère de la Défense, donc le département de la Défense, qui travaille avec Kagame sur d'autres théâtres d'opération dans d'autres régions du monde. Ce qui fait que la politique des États-Unis reste quand même ambiguë. Mais on voit quand même des signes qui ne trompent pas. Lorsqu'il y a eu le sommet sur la démocratie organisé par Joe Biden en 2011, le Rwanda n'a pas été invité. Lors de la tournée virtuelle d'Anthony Blinken en Afrique, la première, le Rwanda ne faisait pas partie des pays visités. Donc, ce sont des signes qui ne trompent pas aujourd'hui. Et d'ailleurs, tout récemment, lors du sommet États-Unis-Afrique, Kagame n'était pas dans la photo officielle, il est allé bouder dans son coin parce que, paraît-il, Joe Biden avait refusé de le recevoir en tête-à-tête. Donc on observe ça. Et c'est ça qui explique le basculement de la stratégie rwandaise. Comme je le disais tantôt, Kagame s'est beaucoup rapproché d'Emmanuel Macron. Et ce n'est pas pour rien qu'on a Louise Mushikiwabo à la tête de la francophonie. Louise Mushikiwabo est rwandaise, c'était l'ancienne ministre rwandaise des Affaires étrangères, dont le frère Landlord aurait été assassiné par les hommes de Kagame en 1994. Et donc, Louise Mushikiwabo a été imposée à la tête de la francophonie par Macron. Et Macron a décidé de faire de Kagame un élément essentiel de sa politique en Afrique subsaharienne. Et c'est pour ça qu'on observe ce rapprochement-là. C'est Kagame est quand même assez intelligent sur ce terrain, assez futé, on peut dire. C'est-à-dire que ça s'entend que du côté anglo-saxon, ça ne tournait plus bien comme auparavant, que les Mamours étaient peut-être en train de connaître de ceci. Il a décidé de se rapprocher de celui-là même qu'il avait, de ce pays qu'il avait souvent l'habitude d'insulter, d'injurier la France. Et aujourd'hui, on observe vraiment un rapprochement très important entre le Rwanda de Kagame et la France d'Emmanuel Macron. On a commencé par mettre en place une commission pour parler du génocide, pour régler la question du génocide qui était au cœur de litige entre les deux pays. Et on a dit que la France se porte une lourde responsabilité. Une responsabilité, mais n'est pas complice dans le génocide. Kagame dit qu'il n'y a pas de problème. Macron s'est rendu au Rwanda, ne s'est pas excusé pour ce rôle dans le génocide, alors que le Rwanda avait longtemps péroré que la France doit s'excuser. Kagame l'a accepté. Et on a vu ce rapprochement-là entre la division des renseignements militaires français et la DMI, donc le redoutable service de renseignement rwandais. Il n'y a pas longtemps, si ma mémoire ne me fait défaut, Jacques Langlade de Montrose, le patron de la direction de renseignement militaire français, devait se rendre à Kigali. Je ne sais pas s'il est allé. Et puis récemment, il y a aussi la nomination de Madame, comment elle s'appelle, Valentine Rugwaziba, la représentante spéciale de l'ONU en Centrafrique, où le Rwanda a déployé des hommes dans le cadre de la MINUSCA, mais aussi dans le cadre d'une coopération bilatérale avec ce pays. Et aujourd'hui, on soupçonne le Rwanda de surveiller les Russes en Centrafrique pour le compte des Occidentaux, plus particulièrement de la France. Donc, quand je vous dis que Kagame peut être le visage de la nouvelle France-Afrique, donc la France-Afrique redynamisée à la sauce Macron, je ne raconte pas n'importe quoi. Et ceux des Africains qui, pendant longtemps, ont présenté ce Kagame-là comme celui qui lutte contre l'Occident, contre la France impérialiste, ceux-là sont servis. Il faut travailler les dossiers, arrêter d'être superficiels. Les Africains se font, excuse-moi l'expression, entuber parce qu'ils sont naïfs et parce qu'ils ne prennent pas le temps d'étudier, d'analyser les enjeux auxquels leur continent est confronté. Kagame joue un rôle nocif en Afrique et il est essentiel que les populations africaines le sachent. Moi, je ne suis pas un anti-rwandais. Je ne déteste même pas Kagame. Je pense que cet homme devrait être jugé parce que détester ailleurs quelqu'un ne changera rien. Ça n'apporte rien, ça ne sert à rien. Par contre, Kagame doit être jugé pour tout ce qu'il a fait dans la région des Grands Lacs parce qu'il a vraiment versé beaucoup de sang et on le voit encore aujourd'hui en RDC avec cette histoire de 1-23. Alors, pour terminer avec le sujet donc, actuel là, aujourd'hui donc il y a un conflit ouvert, ce que je ne sais pas si les tensions avaient déjà atteint ce niveau diplomatique entre la RDC, qui d'ailleurs d'habitude, comme je disais, d'après moi, était un peu, faisait preuve de beaucoup de diplomatie dans son langage, aujourd'hui est beaucoup plus cru,
et accuse frontalement d'ailleurs Hum. Kagame, ce qui, d'après moi, n'a pas de précédent parce qu'on a toujours été dans le langage diplomatique, et ainsi de suite. Et là, par contre, on dit clairement c'est Kagame et ces gens du M23 et surtout derrière la France, les États-Unis. Bon, les États-Unis d'abord et la France aussi a suivi, qui semble entériner ce discours-là. Kagame me donne l'impression d'être un boxeur qui est au bout du ring et qui est en train de recevoir des coups. Mais on sait que même quand on est acculé comme ça, on peut sortir de là. Donc, comment ça va se terminer tout ça? Est-ce qu'on est vers une fin du conflit ou pas? Comment Moi, je pense qu'il faut le dire par honnêteté intellectuelle, si l'affaire du M23 est revenue au tapis, sur la table, c'est à cause de Félix Tshisekedi. C'est lui qui est allé chercher ce genre-là. Félix Tshisekedi s'est rapproché de Kagame en cherchant à faire des gains au plan intérieur, mais aussi au niveau régional. Il a totalement échoué parce que nous lui avons dit à plusieurs reprises que c'était une erreur. L'autre problème, c'est que Kagame peut être affaibli aujourd'hui diplomatiquement, comme on le dit. Moi, je ne le pense pas vraiment. Mais est-ce que le Congo peut capitaliser? La réponse est non, parce que le Congo est dirigé quand même par des gens qui n'ont pas le niveau. Et il faut avoir l'honnêteté de le dire. L'avantage du Rwanda, c'est d'avoir quand même des gens, des diplomates assez aguerris qui savent comment retourner les situations en leur faveur. L'implication du Rwanda auprès du M23 est connue de tout le monde depuis 2012. Aujourd'hui, le problème, c'est que les dirigeants congolais ne sont pas eux-mêmes sérieux, ne sont pas rigoureux. Ce qui fait que les acteurs internationaux qui voient ça ne peuvent pas se positionner convenablement du côté de la RDC. Ça aussi, il faut le comprendre sur le plan diplomatique. Alors, comment ça va finir tout ça? Ça va dépendre de la posture que va adopter le gouvernement congolais. Quand on dit que la France a réagi, quand on dit que les États-Unis ont réagi, je tiens à rappeler qu'ils ont tous réagi à la suite de rapports des Nations Unies. Même quand le Congo lui-même réagit, quand les dirigeants congolais réagissent, c'est à la suite de rapports des Nations Unies. Parce que quand la crise a commencé, personne n'a voulu prendre le courage à deux bras de désigner le Rwanda en RDC. On faisait de profil bas, mais quand les Nations Unies ont clairement identifié, ont clairement dit à la suite de leur enquête à l'est du Congo, c'est le Rwanda qui utilisait le M23, les autorités congolaises se sont positionnées. Et les réponses souvent de Félix Tshisekedi dans l'affaire du Rwanda ou du M23 résultent souvent de ce que dit Kagame. Il est toujours en réaction. C'est parce que Kagame s'est moqué de lui, a dit qu'il n'a pas été élu et a dit qu'il cherche à profiter de la situation pour ne pas organiser des élections crédibles. Il a réagi comme il l'a fait. Mais est-ce qu'il y a une diplomatie lisible au niveau de la RDC? La réponse est non. Je pense que l'issue de la situation va dépendre aussi du sérieux et de la rigueur que vont avoir les dirigeants congolais dans la gestion de cette crise, tant sur le plan diplomatique que sur le plan militaire. Parce qu'il faut comprendre aussi, et comme je l'ai dit précédemment, que la guerre est une façon de faire la politique par d'autres moyens. Quand Kagame utilise le M23, c'est pour atteindre des objectifs politiques au niveau de la RDC. Donc les dirigeants congolais doivent le comprendre. S'ils ne le comprennent pas, la situation risque de perdurer parce que cette histoire de déstabilisation continue du Rwanda en RDC dure quand même depuis 1998. Je vous ai expliqué ici, il y a eu l'AFDEL, il y a eu le RCD Goma, il y a eu le SNDP, il y a le M23. Nous risquons d'avoir même un autre groupe armé qui va encore une fois avoir des revendications farfelues et toujours avec le soutien du Rwanda derrière. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Patrick Aregué, que j'ai cité précédemment, l'ancien chef du service secret, dans une interview à RFI, avait déjà prévenu. Il dit ces gens-là, ce sont des Rwandais, c'est Kagame qui est derrière. Et ne soyez pas surpris si demain vous vous retrouvez avec le M57, par exemple. Pour dire que oui, il avait dit ça en 2013. Donc Kagame peut continuer à instrumentaliser ces gens-là. Et tant que du côté congolais, il n'y aura pas de rigueur, cela va se poursuivre. Il ne faudra pas être surpris de voir la communauté internationale observer sans rien faire parce que du côté congolais, il n'y aura pas de sérieux dans la gestion de cette crise. Ok. Je pense que tu as répondu à l'essentiel de mes questions sur le conflit. Aujourd'hui, si tu étais à la tête de la RDC, qu'est-ce que tu ferais? Réorganisation totale de l'armée des services de sécurité, neutralisation des gens qui sont au sein de l'armée de ces services-là qui travaillent pour l'étranger. Dans un premier temps... Ils sont connus? On les connaît. Il faut juste avoir le courage de le faire. Le problème, c'est qu'il y a aussi, et ça on ne le dit pas souvent, mais Félix Tshisekedi a aussi peur pour sa vie. Et il y a un autre problème aussi dans le cas de Tshisekedi, c'est que lui-même sur le plan intellectuel, il est assez limité.
Mais il s'est entouré de gens qui n'ont pas le niveau. Le Congo aujourd'hui est dirigé, et je vais vous le dire, je vais vous choquer, par ceux que vous appelez au Cameroun les FEMAN. La plupart des gens qui sont là sont des FEMAN. Il est allé chercher ses copains qui étaient en Belgique, avec qui il prenait la bière à Bruxelles, pour les propulser à la tête de l'État, pour les mettre dans des postes stratégiques qui exigent une certaine rigueur dans la gestion de la chose publique. C'est le problème qu'on a aussi au niveau de la RDC. On a des gens qui ne sont pas à leur place. Et il faut avoir le courage de le reconnaître. Et au Rwanda, on le sait. Si le Rwanda se pavane, largue la RDC, c'est parce que le Rwanda sait que le Congo est aussi dirigé par des gens qui ne sont pas sérieux. Donc si moi, je me retrouve à la tête de la RDC, c'est sûr que je veux m'entourer d'abord des gens qui sont des professionnels dans leur domaine. Il faudra nettoyer l'armée et les services de sécurité, assurer la défense des frontières que nous avons, notamment celle avec le Rwanda. Et par la suite, il y aura d'autres projets de développement parce que le Congo en lui-même est un vaste chantier. Très bien. Merci beaucoup, Patrick. Je pense que cette vidéo va susciter beaucoup de réactions. Est-ce que tu comprends? Parce que la dernière fois, il y a peut-être un an maintenant, je ne sais plus, enfin il y a quelques mois, on avait parlé de ce sujet. J'avais vu beaucoup de gens ne pas être d'accord avec tes positions, des gens pourtant intellectuels, des avocats, des gens qui ont beaucoup de réflexions, estimer que ton acharnement, c'est comme ça que certains l'avaient dit, que tu faisais de l'acharnement contre Kagame. Est-ce que tu as déjà entendu cet argument? Moi, je l'entends souvent. Et moi, je peux te dire même, je veux t'étonner. Si les gens de Kagame sont sûrs d'eux, pourquoi est-ce qu'ils sont sûrs? Pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas débattre? Cherche, et je te le dis sans aucune prétention et sans aucune arrogance, trouve le meilleur de Rwandais qui s'y connaît, qu'ils viennent, on va débattre. Et ce sont les web spectateurs qui vont trancher. Le problème dans ce dossier, c'est que quand on vit du mensonge, on a peur d'être exposé à la lumière de la vérité. C'est ça le problème. Et le Rwanda a réussi à entuber le monde entier. On peut le démontrer. Charles Onana, je vais prendre le cas de mon ami et grand frère Charles Onana, qui a écrit sur Kagame, le premier Africain à avoir fait ce travail-là au début des années 2000. Est-ce que vous savez que le Rwanda l'avait poursuivi? Kagame et l'État rwandais l'ont poursuivi en France. Et vous savez ce qui s'est passé? Ils ont retiré leur plainte 3 jours avant le procès. Tu sais pourquoi? Charles avait rassemblé 3000 pages de preuves. Et s'ils étaient allés en procès, les gens allaient découvrir déjà à l'époque ce qu'est véritablement Kagame. Ils ont tranché. Depuis, c'est les menaces, le mensonge. On est menacé. On appelle des institutions pour canceller nos interventions, nos conférences. Moi, je pense que si les gens ne se reprochent rien, s'ils sont sûrs de leur affaire, qu'ils viennent, on va débattre sereinement devant les gens vont trancher. Mais je doute qu'ils acceptent ce défi-là, de relever ce défi-là, parce qu'ils vont être exposés. Le jour où je me retrouverai devant un gars de Kagame, je pense qu'il va être renvoyé par Kagame lui-même après le débat. Et je le dis sans aucune prétention parce que je sais que ces gens-là sont des idéologues. Moi, je n'ai rien à gagner dans le dossier du Rwanda. Rien. J'essaie tout simplement d'informer un grand nombre d'Africains dans la plus grande rigueur. Et je veux te dire une chose, Philippe. Je suis soutenu par beaucoup de Tutsis. Beaucoup. Kizito Mihigo, qui a été assassiné, m'avait contacté quand il était en prison. C'est pour te dire que tout ce qu'on raconte, c'est du pipeau. Je connais un certain nombre de dirigeants rwandais, dont ceux qui ont certains travaillent avec Kagame, qui nous respectent et qui disent, Patrick, le travail que vous avez fait est merveilleux. Parce qu'il est difficile de vaincre un mensonge, une montagne de mensonges, quand on a simplement un marteau de vérité. Moi, j'ai un marteau. Eux, leur mensonge, c'est une montagne. Comment détruire cette montagne de mensonges avec son marteau, son petit marteau? Les gens sont agités inutilement. Je connais la chanson. Et je veux même te dire une chose aussi que tu dois savoir, parce que je sais qu'il y aura beaucoup de réactions. La force aussi de Kagame et de son réseau, c'est que Kagame a un réseau qui est très organisé, même sur le net. Vous ne le savez pas parce que vous ne savez pas comment ces gens procèdent. Nous, on le sait. Les Rwandais le savent. Moi, j'ai des Tutsis qui me disent, ben, Monsieur Mbeko, faites attention à vous parce que nous avons les positions qui sont les nôtres. Si je te dis le nombre de Rwandais qui te contactent, qui te disent souvent, Monsieur Mbeko, vous et puis Charles Onana, vous êtes des fous. Comment vous faites pour faire ça? Pour attaquer de front la vérité officielle. Les Rwandais eux-mêmes ont peur parce qu'ils savent ce que Kagame va réserver aux membres de leur famille restés sur place. Et pour finir encore, pour voir à quel point Kagame manipule même les systèmes occidentaux.
Il y a un rapport qui est sorti il y a quelques mois. Le consortium des journalistes d'investigation, là, ils ont sorti un rapport du FBI datant de 2015 qui montre comment Kagame instrumentalise les grandes organisations internationales de police pour traquer ses opposants. Si vous dites on va vous traiter de négationniste, on va vous traiter de révisionniste, ben bon, pour moi, ça ne change rien. Et si on me traite de révisionniste, ben, j'assume parce que je pense que la seule manière de corriger une histoire qui a été falsifiée, c'est de la réviser. Merci beaucoup, Patrick. Et j'ai hâte d'être à la séance de questions-réponses. Au plaisir, Philippe. Merci beaucoup à vous. J'espère que vous avez pris plaisir comme moi à écouter Patrick Mbeko sur la situation des Grands Lacs, dont on espère tous au final, bien évidemment, un dénouement qui permettrait, j'espère, quand, je ne sais pas, mais qui permettra à ce pays d'enfin déjà respirer et pourquoi pas avoir une base pour pouvoir par la suite décoller. Nous vous attendons très prochainement pour des émissions en direct avec Patrick pour pouvoir le challenger là-dessus. Lui-même, il a dit, hein, allez chercher les meilleurs spécialistes. Ne venez pas avec des arguments du quartier. Vraiment, documentez-vous pour venir le challenger si vous pensez que sa version n'est bien évidemment pas la bonne sur tel ou tel autre point. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et à très bientôt sur la chaîne pour d'autres contenus.